Alors bonjour à tous, je m'appelle Antoine Bertrand, je suis patient entrepreneur et je suis ravi d'être ici parmi vous pour vous parler de notre expérience de l'utilisation des objets connectés et avec un focus sur l'autonomisation des patients. Et pour commencer, j'aimerais partager avec vous une histoire personnelle en tant que patient, l'histoire de ma première grosse hémoptysie. C'était il y a 7 ans. Je venais d'emménager dans un appartement proche de ma nouvelle école d'informatique, Epitech, et dans les mois qui ont suivi, mon état de santé semblait plutôt stable. Mes 3 dernières visites de contrôle ne montraient aucune anomalie. Puis l'année suivante, je décide de reprendre le sport. Et c'est alors qu'au moment de monter sur le vélo d'appartement, je me rends compte que ma fréquence cardiaque est anormalement élevée. C'est-à-dire que je monte tout de suite à près de 160 battements par minute. Et que j'ai beaucoup de mal à faire cet effort. Je me dis que c'est peut-être parce que ça fait longtemps, mais malgré tout, par précaution, j'adresse un mail à mon équipe soignante pour les prévenir de mes observations. 3 jours plus tard, arrive le week-end. Mon équipe n'a pas encore pu prendre connaissance de mon message et je déclenche alors ma première grosse hémoptysie. Je suis donc hospitalisé tout de suite et je vais y rester plus d'un mois avec un VEMS de sortie de 49%. Verdict, j'avais une grande quantité d'aspergillus dans les poumons qui s'est développée progressivement et sans symptômes apparents. C'est pourquoi personne ne l'a remarqué. La source était d'ailleurs cet appartement qui était en fait insalubre depuis le début, avec une simple couche de peinture posée sur des murs humides. Bref, c'est à ce moment-là que je me suis dit, pourquoi n'as-tu pas pensé plus tôt à suivre quelque chose d'aussi simple que ta fréquence cardiaque? Parce que tout ça, tu l'aurais probablement vu, et ça aurait pu être évité. Et c'est finalement de cette conviction qu'en suivant certains signaux faibles de la maladie, on pouvait repérer les anomalies en autonomie et à domicile plutôt que d'attendre les visites à l'hôpital ou l'apparition des symptômes. Et de ce fait, prévenir les complications plutôt que d'attendre l'aggravation pour les traiter. À partir de là, je commence donc, en travaillant sur mon cas personnel et en partenariat avec mon équipe soignante, à me suivre avec cette nouvelle façon, avec des objets connectés. Quelques mois plus tard se tenait le premier café muco, organisé à l'époque à l'association et réunissant des patients, des parents, des médecins et des soignants. L'idée était de s'interroger sur ce qu'on pouvait faire du numérique, comment chacun voyait son utilisation, et pour répondre à quelles problématiques. C'est ici que je partage pour la première fois l'histoire que je viens de vous raconter. Le constat qui est fait est le suivant. Bien souvent, le patient va avoir dans sa vie quotidienne des soucis de santé qu'il va détecter au moment d'observer les premiers symptômes. En général, il va même attendre pour être sûr qu'il y ait bien un problème. Puis, il va prévenir son équipe soignante qui va devoir encore le traiter de façon plus ou moins prioritaire selon le degré d'urgence. Pour démarrer très souvent, un traitement qui lui aura été prescrit. Et pendant tout ce temps, le patient doit lutter contre l'infection et voit irrémédiablement son état de santé se dégrader. Il en ressort donc un besoin partagé d'un outil de suivi digital qui permettrait au patient de détecter plus tôt les exacerbations en lien avec son équipe soignante pour gagner du temps sur le processus de soins. Alors, en 3e année à Epitech, nous décidons avec mon équipe d'en faire notre projet de fin d'études intitulé AVM, Assistant de vie pour la mucoviscidose. Nous avons d'ailleurs l'opportunité d'être intégrés par le docteur Gilles Roux dans le projet muco-numérique financé par Circle of Care 2018. Comme il nous est demandé rapidement, nous démarrons le développement en co-design avec d'autres patients au profil varié dans le cadre d'un bêta-test. Et l'année suivante, nous présentons à l'ECFS Conference la vision qui commence à se dégager de nos travaux avec les patients. Et en septembre, voilà, nous créons la Startup Phil afin de pouvoir, à travers un partenariat avec le CNRS, monter un projet de recherche avec le CRCM de l'hôpital Foch et tester la solution en conditions réelles de suivi. Mais alors, quelle est cette solution? Eh bien d'abord, on va commencer par disposer d'un kit d'objets connectés au domicile du patient. Donc on a ici un spiromètre, une montre, un capteur sous matelas, ainsi qu'une balance, de façon à lui permettre de collecter en autonomie des données objectives régulières. Le patient peut également déclarer ses mesures depuis notre application, dans le cas où il préférerait utiliser un autre outil que ceux intégrés. Elles sont ensuite complétées par des perceptions renseignées par le patient depuis son application mobile, comme vous en avez l'exemple ici avec le formulaire de l'expectoration, échelle construite, je précise, avec l'équipe du CRCM de l'hôpital Foch. Ces données sont accessibles par le patient lui-même via un dashboard, mais sont également partageables avec son équipe soignante sur une plateforme web,
de façon à pouvoir suivre ensemble leur évolution. Et enfin, le patient peut également déclarer dans l'application certains traitements, notamment les antibiothérapies, afin d'en suivre l'efficacité à partir de l'évolution de ces données de santé. Et ainsi donner des informations supplémentaires à l'équipe pour ajuster la stratégie thérapeutique. Au-delà de la solution, une chose très importante pour rendre la donnée interprétable, c'est sa contextualisation. C'est pourquoi nous nous attachons à travailler sur des données précises, la fréquence cardiaque au repos et pas juste la fréquence cardiaque par exemple, à nous baser sur des indicateurs et des échelles les plus objectives possibles, comme vous avez pu le voir précédemment, et à intégrer les prises de mesure au plus dans le parcours de soins actuel du patient. Par exemple, nous recommandons de faire la spirométrie avec le kinésithérapeute après la kinésithérapie pour être systématiquement dans les mêmes conditions. Mais nous avons aussi appris autre chose pendant ce bêta-test. Certaines données, y compris subjectives, étaient très pertinentes pour certains patients, mais pas du tout pour d'autres. Ce qui nous a conduit à développer cette facette unique de personnalisation qui fait que c'est l'application qui s'adapte au profil et aux besoins de chaque patient et à l'organisation que l'équipe a mis en place pour ce suivi. En effet, c'est à travers un dialogue entre le patient et son équipe que vont être fixées les modalités de ce nouveau suivi. Quelles données suit-on? Pourquoi? Comment? Y a-t-il besoin de mettre des seuils d'alerte en place? Et surtout, quel plan d'action déclenche-t-on le cas échéant? Un parcours de soins personnalisé et co-construit. Dans un deuxième temps, l'affichage de ces données est également configurable par le patient et l'équipe. Ce mode de suivi va ensuite générer un apprentissage issu de l'expérience acquise au fil de son utilisation. Le patient a un outil entre les mains qui va lui permettre de comprendre quels sont les comportements favorables à sa santé et quels sont les traitements efficaces pour lui. D'autre part, l'équipe va apprendre quels sont les comportements de son patient, comment il réagit aux aléas de son environnement, ou encore comment fait-il ses arbitrages. Et de ces interactions se noue un partenariat entre le patient et l'équipe qui vont apprendre et travailler ensemble à travers des expériences en vie réelle du patient et vont finalement conduire à adapter le plan de soins au projet de vie du patient, dans une démarche de prévention. La configuration va ainsi continuer à évoluer en fonction de l'évolution des apprentissages et des besoins. Par exemple, un nouvel outil peut s'avérer utile ou au contraire, un paramètre peut ne plus avoir d'intérêt après un temps. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'il s'est passé lors de notre bêta-test. Certains patients nous ont avoué a posteriori que si nous leur avions tout donné d'emblée, ils auraient été submergés de nouvelles informations à faire entrer dans leur environnement quotidien. Ils se seraient probablement braqués. Alors qu'aujourd'hui, ce sont ces mêmes patients qui nous font découvrir des objets que nous ne connaissons parfois même pas et qui nous demandent si nous pouvons les intégrer au kit. Et c'est exactement ce genre de réflexion qui nous ont fait tout de suite nous intéresser à cet aspect sociologique de l'utilisation de ces nouveaux outils. Car dire tout ça, c'est rentrer dans l'intimité de la vie du patient, ce qui n'est pas anodin. C'est d'une part un travail pour le patient qui va devoir intégrer dans son quotidien ce mode de suivi, en plus des traitements, et d'autre part une transformation des pratiques cliniques, sans même parler d'un fonctionnement en mode télésurveillance, qui est possible, avec une plus grande immersion dans la vie du patient. Le patient va solliciter le clinicien avec des questions du type « Qu'est-ce que je dois faire si ?» ou « Je ne vois pas d'effet au bout de 5 jours d'antibiotiques, dois-je changer de traitement ?» ou encore « J'ai remarqué que je perdais de la capacité respiratoire après une semaine où je prends le métro, dois-je changer mon moyen de transport ?» Des choses qui ne sont pas habituelles. Maintenant, toutes ces hypothèses doivent être vérifiées. Et c'est pourquoi nous avons lancé ce projet de recherche en partenariat avec l'équipe du professeur Alexandre Mathieu Fritz, sociologue du LATS rattaché au CNRS, et le CRCM de l'hôpital Foch pour étudier les transformations des pratiques médicales induites par l'utilisation du dispositif, le travail invisible du patient dans les conditions de ce suivi et les conditions d'appropriation et d'usage de la solution. En conclusion, vous l'aurez compris, l'utilisation des objets connectés peut être un atout pour développer l'autonomie et améliorer la qualité de vie du patient, plus particulièrement en permettant une détection précoce des aggravations de la maladie pour limiter leurs conséquences, notamment les hospitalisations, l'encapacitation des patients à travers des apprentissages expérientiels en vie quotidienne et, dans un dialogue avec l'équipe, un ajustement de la stratégie thérapeutique. Mais de notre expérience, pour qu'un tel suivi présente une balance bénéfice-poids positive pour le patient qui le fait adhérer et l'équipe, il faut
des prises de mesures qui sont automatisées ou au minimum intégrées dans le parcours habituel du patient, une personnalisation du suivi pour s'adapter au profil de chaque patient et aux spécificités des organisations de soins, et dernière condition et non des moindres, un accompagnement par les équipes qui reste primordial. Et pour terminer, j'aimerais juste faire une petite ouverture qui fera d'ailleurs le lien avec la prochaine plénière d'après la pause. C'est vous parler de l'usage de ces outils pour une autre finalité, celle de la recherche clinique. En effet, c'est quelque chose de bien distinct, avec plusieurs spécificités. Mais ces outils se trouvent être une formidable innovation pour évaluer l'efficacité thérapeutique des traitements innovants en vie réelle, en prenant également en compte les problématiques concrètes des patients. Avec leur consentement éclairé, bien sûr, et cela nécessite que la solution soit accompagnée d'un protocole de recherche et de protocoles précis pour les prises de données et les remontées d'événements indésirables. Donc cela implique, à contrario de la personnalisation, une standardisation de la solution, ainsi qu'un kit d'objets connectés fixe et commun à l'ensemble des patients qui sont inclus dans la recherche. Mais cela amène quand même plusieurs avantages, notamment une grande quantité de données en peu de temps, pouvant être mises en perspective à l'initiation du traitement, et permettant d'avoir une idée plus rapidement et plus précisément de l'efficacité du traitement euh, avec des recherches qui sont plus courtes et en complémentarité de la recherche classique, et ce qui accroît in fine la disponibilité des patients et des équipes pour la recherche. Merci à tous pour votre écoute et au plaisir de répondre à vos questions. Merci Antoine pour cette belle présentation. Donc, nous allons passer à la session des questions. Alors, n'oubliez pas, vous pouvez continuer à les envoyer sur le chat.